Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes samedi 12 novembre 2016. Débutons par cette série d'exigences des étudiants nigériens récemment revenus du Maroc où ils ont suivi leur étude du second cycle. Ils bénéficiaient de la bourse dite du programme spécial du président Issoufou Mahamadou. Ils sont revenus il y a de cela quelques mois, mais sans leur diplôme pour cause leurs frais de scolarité et plusieurs autres frais afférents à leur étude ne sont pas versés. Du coup, ils exigent plutôt donc des autorités le versement de ces frais pour pouvoir entrer en possession de leur parchemin. Ils l'ont fait savoir ce matin dans une déclaration dont nous proposons ici la teneur. Nous, étudiants bénéficiaires de la bourse du programme spécial du président de la République, faisons la déclaration suivante. Il vous souviendra qu'en octobre 2014, par décret ministériel numéro 00283 du 5 août 2014, des bourses du second cycle avaient été octroyées aux 276 étudiants pour faire le second cycle au Maroc. En effet, après avoir brillamment reçu, comme en témoignent les résultats, dont 6 sur 8 filières au total, les Nigériens étaient majeurs de leur promotion. Nous étions malheureusement contraints de rentrer au pays sans diplôme, ni attestation, et ni même les simples relevés de notes pour faute de non-paiement des frais d'études par le gouvernement. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que nous sommes rentrés, toujours hélas rien. Nos diplômes sont toujours retenus à cause d'une minable somme d'argent. Cette situation n'honore pas sans doute l'image de notre pays aux yeux de l'extérieur et y compris des partenaires. En plus, c'est l'avenir de 276 ingénieurs qui reste bloqué. En outre, nos rappels de bourse de second cycle n'ont pas toujours été payés par l'ANAP. Pire, depuis notre arrivée, les bagages de certains camarades n'ont pas été retrouvés. C'est pourquoi, face à cette situation désolante et frustrante, nous exigeons le règlement des frais de scolarité pour que l'école délivre nos diplômes, attestations et relevés de notes afin que nous soyons dans nos droits. Nous exigeons le règlement des frais, le règlement des rappels de nos bourses de second cycle par l'ANAP. Nous exigeons aux responsables de la compagnie aérienne tunisienne et à l'ANAP de retrouver le plus vite possible nos bagages perdus. Nous exigeons l'audit de ce programme afin que lumière soit faite autour de ce dernier. Nous exigeons Enfin, nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur suite aux attaques terroristes. Voilà, les étudiants toujours, mais cette fois-ci ceux de l'université de Maradi, ils ont eu ce matin des échauffourées avec les forces de l'ordre. Ils sont en effet sortis pour protester contre les multiples mouvements de grève de leurs enseignants, les enseignants-chercheurs. Cet après-midi, la télévision Labari a joint un des responsables de la structure estudiantine des étudiants nigériens à l'université de Maradi. Je propose de l'écouter. Je crois que la situation, à travers les sorties médiatiques que l'UNUM a eu à organiser, est connue de tout le monde qu'il y a 5 mois de cela, que contrairement à toutes les universités publiques du Niger, l'université de Maradi est la seule abandonnée à ce trésor. Les étudiants ont assez patienté. Il fallait pour eux de décider de quoi faire en conséquence pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Nous avons compris que la situation, en fait, à l'enseigne le passé état du récit catégorique des enseignants-chercheurs de reprendre le chemin de la fac. Chemin faisant, les étudiants ont décidé ce matin de faire une mobilisation pour aller au niveau du site de l'université qui abrite les différents décanats, pour aller faire un sitting là-bas. Donc c'est ainsi que sur le chemin,
la police est intervenue pour se mettre dans ce qui ne la regarde pas, parce qu'il s'agit d'une affaire interne entre les étudiants qui marchent sur un site universitaire. Et donc la manifestation s'est dégénérée. Et c'est de là que ça dégénère. Naturellement, les étudiants ils n'ont pas fait attention à la police ne devrait pas s'ingérer dans notre affaire. Parce que si c'était une marche, on aurait prévenu les autorités locales, n'est-ce pas? Donc, du moment où on ne les a pas touchés, du moment où on estime qu'au sein de l'université, nous n'avons pas besoin de l'autorisation d'une quelconque autorité politique, la question est purement institutionnelle et au nom du principe des franchises universitaires, je crois que nous n'avons pas à demander permission auprès de qui que ce soit pour faire une mobilisation sur un site propre à l'université. Donc, la police s'est offert le luxe d'intervenir et ça a dégénéré. Oui, ça a dégénéré. Est-ce qu'il y a des blessés ou des arrestations parmi vos camarades? Il y a des blessés de part et d'autre. Maintenant, des arrestations, il y en a eu en masse parce qu'il y a plus d'une centaine d'étudiants qui sont arrêtés. Donc, à l'heure actuelle, la situation est stabilisée. Au niveau des cités, les camarades sont mobilisés quand même. Et que ceux qui sont détenus, ils sont au niveau du commissariat. Et que la lutte telle que nous l'avons dit, il faut qu'elle aboutisse jusqu'au retour des enseignants-chercheurs. Donc, nous sommes en train de demander à ce que les autorités fassent en sorte que d'ici le lundi, les enseignants-chercheurs reviennent. C'est ce qui constitue notre première revendication à l'instant où je vous parle. Et la libération des camarades, ce n'est qu'un point en second lieu. Donc voilà, en fait, la situation telle qu'elle se présente. Oui, il y a quelques jours de cela, vous avez remis un mémorandum dans lequel il contient toutes vos revendications. Donc, ce mémorandum, vous l'avez remis au gouverneur de la région. Suite à ce mémorandum, le gouvernement de Magadi s'est engagé à faire en sorte que la procédure engagée avec l'Ecobank, il est vrai, assurer le paiement de la prime de recherche au nom de laquelle les enseignants-chercheurs ont engagé cette grève illimitée. Donc, il se trouve que la procédure n'a pas connu une avancée significative. Donc, vraiment, c'est ce qui fait que vraiment la situation, elle a tardé. Donc, en un mot, suite au mémorandum, il y a eu des échanges basés sur des engagements verbaux entre nous et les autorités. Voilà, partons à présent cette fois-ci donc à Zender, mais pas pour parler d'éducation, mais plutôt des précisions apportées par le président du conseil de ville de Zender, donc Dr Bachir Sabo, relativement aux accusations dont il est l'objet depuis quelque temps. Il est en effet accusé d'avoir morcelé le terrain d'un collège d'enseignement secondaire dans la ville de Zender. Il est accusé donc d'avoir morcelé ce terrain pour le revendre à des tierces. Je propose de le suivre sur ces précisions. En 2009, il y a eu un lotissement au niveau de la commune 3 et une réserve a été enlevée. Dans la même année, cette réserve a été morcelée en deux parties. Une partie a été morcelée, donc on a donné des parcelles à des personnes que nous ne connaissons pas, puisque c'était en 2009. Et une partie a été laissée vide. Au moment où nous étions à l'affaire, l'éducation nous a demandé de donner un site pour abriter le CIG 15. Et on a constaté dans le plan que cette réserve existe. J'ai dit dans le plan, la parcelle existe. Nous avons envoyé nos services techniques pour aller montrer aux responsables de l'éducation le CIG 15. Et nous-mêmes, à notre grande surprise, nous avons constaté que cela a été morcelé. Et nous avons demandé, le morcellement a été fait par qui? Le morcellement a été fait par les mêmes autorités qui ont fait la réserve. Donc, qui ont fait ce lotissement. Et ça, c'est en 2009. Nous, on a été élus en 2011. Donc, l'affaire s'est passée 2 ans même avant que nous soyons venus à la mairie. Et quand les services techniques sont venus me dire que cette place ne peut pas suffire au CG 15, il y a même des parcelles qui sont là, j'ai dit de me chercher tous les gens qui ont des parcelles là-bas et de les recaser ailleurs. Parce que l'administration était en continuité. Si la commune 3 a eu à faire des parcelles dans cet endroit, la mairie, nous sommes obligés de nous assumer, c'est-à-dire de chercher les gens qui ont ces parcelles et de les recaser ailleurs. C'est pour dire que la mairie centrale n'a jamais morcelé le cours d'une école. Au contraire, nous avons cherché à résoudre, on est en train de chercher à résoudre le problème. La preuve en est que parmi ces parcelles qui ont été données, celles qui ont été morcelées, voilà un acte de cession. Nous avons cherché et nous avons trouvé un certain nombre des actes de cession qui ont été donnés. Ceux qui n'ont pas été recasés, nous sommes en train de les recaser pour libérer cet établissement. Donc c'est pour dire, rappeler aux gens ou informer les gens que en aucun cas le maire central ou la mairie centrale ou les techniciens de la ville ne sont partis morceler le terrain du CIG 15. J'ai invité tous les acteurs, ceux qui étaient là, les services domaniaux de 2009, ils étaient là, ceux qui ont fait le morcellement,
le service technique de la mairie est là, le DDS 2 est là, et le président du COGES aussi est là, pour leur faire comprendre que la mairie centrale n'a jamais morcelé une cour d'une école quelconque pour vendre. Voilà, retour ici à Niamey et au niveau de l'Assemblée nationale précisément. Les députés étaient donc ce matin en plénière dans le cadre des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de cette année 2016. La session budgétaire, donc la plénière de ce matin, était consacrée à l'examen et à l'adoption de 2 projets de loi transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Il s'agit des projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et celle portant modification de la loi qui organise le fonctionnement du Conseil national de sécurité. Le résumé de cette séance plénière avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. La présente rencontre entre élus nationaux au sein de l'hémicycle de la représentation nationale vise à se pencher sur 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit du projet de loi portant modification de la loi du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de sécurité qui se veut un organe consultatif auprès du président de la République et le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa pour une durée de 3 mois à compter du 26 octobre 2016. Des projets de loi qui ont été votés par l'ensemble des députés présents, tout bords confondus, à la satisfaction du ministre de la Défense. Je constate une très belle unanimité et une union que je dirais sacrée autour de la question de la défense de notre pays, de la sécurité de notre pays. C'est à l'honneur de notre Assemblée nationale, tout groupe confondu, toute sensibilité confondue, et j'en profite pour les remercier sincèrement. Abondant dans le même sens, les députés de la mouvance présidentielle saluent également cette prorogation de l'état d'urgence à Difa. Prolonger l'état d'urgence suppose aussi que les forces de défense et de sécurité, les autorités civiles et militaires, mais aussi les populations puissent redoubler davantage la vigilance pour ne pas penser que nous avons l'insécurité derrière nous. C'est des moments extrêmement importants. Il faudrait que nous y veillons au grain. Prolonger l'état d'urgence, c'est aussi, de mon point de vue, faire en sorte que des mesures d'accompagnement du point de vue économique soient prises. Parce que ce n'est pas du tout sécuritaire. Il faut faire en sorte que les populations de Difa, en particulier les jeunes, ne soient pas dans la tentation d'aller dans des groupes terroristes, dans la recherche de l'emploi ou du bien-être. Quant à l'opposition parlementaire, bien qu'ayant voté en faveur de 2 projets de loi, elle émet quand même quelques réserves. Étant nigérien, chacun a droit à protéger ce pays au même titre que les tenants du pouvoir. L'opposition a aussi sa partition par rapport à cette sécurité. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'est un conseil hautement politique, hautement politisé, j'allais dire, qui regroupe en son sein des gens de la majorité et aucun membre de l'opposition. L'état d'urgence en lui-même est une bonne chose. Ça contribue à sécuriser les populations. Mais nous avons fustigé la répétition de cet état d'urgence parce que c'est quelque chose qui joue sur les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et la santé. Notons que cette législature de la 7e République se distingue des autres par un absentéisme chronique des élus nationaux, dont certains ne viennent que pour faire de la figuration au sein de l'hémicycle, histoire juste de répondre présent à l'appel nominal, puis ressortir à quelques minutes plus tard afin de vaquer à d'autres occupations. Sacrée Assemblée nationale du Niger. Cérémonie cet après-midi au complexe scolaire privé franco-arabe Al-Bekir de Niamey, une cérémonie de récompense de l'élève qui s'est illustré au cours de la session 2016 du brevet d'études du premier cycle. Il a en effet obtenu la plus forte moyenne au plan national, soit 10
près de 18/20. La cérémonie de cet après-midi, organisée donc par cet établissement d'où il est issu, a été donc organisée à sa mémoire pour le récompenser. Il y avait pour la télévision Labari, Chebou Guisso et Michel Deji. Au niveau du BPC, nous avons enregistré 78,78%. Et le premier, il a engrangé une moyenne de 17,90. Donc c'est cette moyenne qui lui a permis d'être le premier de l'inspection et le premier de la région de Niamey et le premier national. Et au bac A4, nous avons 51,02%. Créé en 2004 par la mission du Niger de l'ONG Adawa Islamia dans le cadre des œuvres sociales et dans le but de rehausser le taux de scolarisation au Niger, le complexe scolaire privé Al-Bakir a encore enregistré cette année des résultats relativement satisfaisants. Avec cette année, la particularité d'avoir un élève qui a remporté la plus grande moyenne de réussite au BPC sur l'ensemble du territoire national. Ce dernier, matériellement et moralement réconforté, est au comble de la joie. Je remercie aussi le président de la République qui m'a récompensé au prix d'excellence et la première dame aussi. Et je suis très content de faire franco-arabe car grâce à franco-arabe, j'ai pu être le premier du Niger et j'ai réussi la récompense du président de la République avec un ordinateur, un sac, avec des livres, des cahiers et ensuite j'ai été récompensé par mon école aussi. Et je suis très content de fournir d'efforts et Dieu m'a aidé. Que comptez-vous faire maintenant? Maintenant je continue mes études au lycée d'excellence et je voudrais être comme j'ai fait ici, je voudrais le faire là-bas aussi. Parmi les excellents, puisqu'on nous a choisi parmi les excellents, là-bas nous sommes tous excellents et on voudrait être l'excellent des excellents. Quand les épreuves du BPC se déroulaient, quand ils ont commencé à corriger les copies, ils ont dit mais cet élève-là, il vient d'où? On a dit il vient d'Al-Bakir. Ils sont même venus ici nous demander qu'est-ce qui peut-être nous avons eu des sujets où il a donné. Comment il arrive à avoir ce note-là? On a dit mais si nous avons des sujets, on n'allait pas lui donner lui seul, on va donner à tous nos élèves. Et c'est comme ça, maintenant, on a fait le brevet, le BPC 2015-2016, et quand on a fait la situation, c'est le seul élève qui a eu la plus grande note. Et je vous dis, par exemple, l'année passée, c'est 40 000 francs, les collèges, 50 000 francs, les lycées. Donc c'est avec 40 000 francs là, c'est comme ça que l'élève là est devenu premier du Niger. Donc cela veut dire, ce n'est pas le fait que l'école soit chère, c'est pas ça qui fait la crédibilité de l'école, mais il faut que l'école ait des enseignants qui sont motivés et qui sont engagés pour former des cadres qui seront les cadres de ce Niger-là. Une distinction que les représentants de la direction régionale des enseignements secondaires et du ministère sont venus saluer et encourager. 17,90 de moyenne, c'est une bonne chose. Dans un premier temps, c'est une fierté pour le sous-secteur franco-arabe et c'est un honneur même pour le système le secondaire qui a eu un élève qui a eu presque 18 de moyenne. Donc cela veut dire que le ministère des enseignements secondaires avec tous les staffs, donc c'était une performance pour notre système éducatif. Une occasion également mise à profit pour récompenser les autres élèves premiers de l'année écoulée du CI jusqu'à la terminale, ainsi que des enseignants qui s'investissent pleinement pour faire régner le sérieux et la culture de l'excellence dans cette école. Sur initiative des autorités régionales de Niamey et du Conseil national de dialogue politique, le CNDP, une opération d'enlèvement des banderoles et autres affiches des partis politiques qu'ils ont donc affichées lors de la dernière campagne électorale au Niger a été lancée ce matin. Elle a été présidée donc par le gouverneur de la région de Niamey et le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofou. Selon les dispositions du code électoral, obligation est faite aux partis politiques et candidats indépendants d'enlever tous les supports et matériels de propagande électorale 15 jours au plus tard après le scrutin. Cependant, 7 mois après, ces affiches sont encore visibles à Niamey, ce qui a amené les autorités en charge de la ville de Niamey de lancer l'opération d'État enlèvement des affiches, banderoles et portraits des partis politiques au niveau des carrefours et artères de Niamey. Comme dit la Daja, vaut mieux tard que jamais. La cérémonie que nous lançons ce matin revêt un double objectif.
celui d'amener les partis politiques à se conformer à la loi, d'une part, et de l'autre contribuer au vaste programme d'embellissement et de salubrité urbaine déclenché depuis quelques jours par le gouvernement. Mais bien au-delà, cette opération d'enlèvement des affiches, banderoles et portraits des partis politiques au niveau des carrefours et artères de Niamey rime avec les principales missions des partis politiques, qui consistent à la sensibilisation et à la formation de leurs militants pour contribuer à un changement positif des mentalités et à une renaissance culturelle tout court, conformément à la charte des partis politiques. J'exhorte alors tous les partis politiques ayant présenté des candidats aux élections présidentielles ou législatives dans la circonscription électorale de la région de Niamey, à l'occasion des derniers scrutins, à s'investir pleinement pour le détachement de leur poivasement. Après ce coup d'envoi, des instructions ont été données aux partis politiques au niveau des 5 arrondissements communaux d'enlever tout ce qui est affiche de campagne. Nous avons eu une série de concertations avec les représentants des partis politiques pour organiser cette opération afin que l'impact recherché soit visible. Nous avons donc décidé de faire la cérémonie ici, au niveau du deuxième échangeur, et qui concerne l'ensemble des participants. Et une fois que le lancement est fait, il a été décidé qu'au niveau de chacune des communes, que des équipes se forment en fonction de la représentation des partis politiques dans ces communes, notamment les partis politiques qui ont leur siège au niveau de ces communes. Et l'opération va se dérouler normalement toute la journée d'aujourd'hui. Et demain, dimanche, il y aura un ratissage général qui va permettre, en tout cas, de rendre propre notre capitale. Cette opération dite d'enlèvement des affiches, banderoles et portraits des partis politiques au niveau des carrefours et artères de Niamey contribuera sans nul doute à bien toiletter la ville et répondre aux exigences du programme Niamey Niala, un programme cher aux autorités de la 7e République. Voilà, et pour refermer cette édition, retenez que la seconde session des soutenances des mémoires de fin d'études au niveau de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a débuté ce matin. Les étudiants donc qui n'ont pas pu soutenir lors de la première session sont donc depuis ce matin devant leur jury pour défendre leur mémoire. Le constat du début de ces soutenances de deuxième session à l'IFTIC avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Hassan. C'est ainsi lancée la deuxième session de soutenance des étudiants en fin de cycle de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Une journée pleine d'émotions pour les récipiendaires. Les sentiments sont les sentiments de satisfaction. Je suis très contente de ma note. Je dirais, je suis très fière. Ça n'a pas été dur, je suis très fière de ma note et vraiment merci beaucoup. Je remercie l'administration de l'IFTIC, je remercie mes amis, la famille, tout. Et surtout le groupe de presse La Barre, je les remercie aussi. Des sentiments de joie, de fierté surtout. C'est vrai que nous sommes à une ère où avoir une formation, c'est toujours intéressant. Et avoir une formation en journalisme et aimer le métier, les deux forment la bonne paire. Alors je suis très ému ce matin et c'est vraiment un sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Globalement, je suis assez satisfait de cette note et je remercie mes encadreurs pour m'avoir supporté. Ainsi, les étudiants de l'IFTIC en fin de formation, toutes filières confondues, se présenteront devant un jury pour pouvoir défendre leurs travaux de recherche qui consacrent ainsi la fin de 3 ans de formation. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.